La réussite demande du courage. Le courage de braver les difficultés. Le courage de se battre pour réaliser ses rêves. Elle demande aussi de la patience. La patience de pouvoir travailler chaque jour et de laisser que les choses puissent se faire. Elle demande également de l'audace. L'audace de sortir de sa zone de confort. L'audace de briser les barrières. Et quelquefois, nous avons besoin de nous inspirer. Nous avons besoin d'apprendre de ceux-là qui, avant nous, ont réussi à atteindre leurs objectifs. Vous êtes sur Blue Seed, le magazine qui vous place au cœur de l'actualité. Nous mettons en portrait sur notre chaîne cette semaine Oreille Ndiaye. Oreille qui est l'instauratrice du jeu de la vente. Une mère, une épouse, une femme parmi tant d'autres qui a réussi à se hisser au sommet dans un monde tapis de requins. Elle nous parlera de ses expériences, de ses difficultés, et elle nous donnera les secrets qui l'ont permis à atteindre ses objectifs. Voici Oreille Ndiaye. Déjà de ta venue. Avec joie. Merci pour l'invitation. Qui est Oreille? Qui est Oreille Ndiaye? Qui est Oreille? C'est une belle question, effectivement, qu'on pose souvent aux personnes qu'on découvre pour la première fois. Ce que je peux dire dans les grandes lignes, c'est que je suis mariée, je suis également maman de 2 enfants, que j'habite dans la région parisienne, donc en France, et que dans la vie de tous les jours, ma mission, elle est simple, c'est d'accompagner les entreprises de services à gagner plus d'argent, trouver plus de clients tout en s'amusant. Je suis l'auteur du livre Le jeu de la vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. J'ai également un podcast du même nom qui s'intitule Le jeu de la vente et je suis également conférencière. Donc, je suis amenée à partager lors d'événements par rapport au business des sujets sur l'entrepreneuriat, sur la vente, sur le marketing, sur le leadership. Et c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup parce que l'une de mes valeurs, c'est vraiment le partage et la transmission. Merci pour ces infos. Vous avez longtemps travaillé dans de grosses entreprises, notamment des entreprises qui vous ont beaucoup plu. Pourquoi vouloir être indépendante financièrement? Quelle était votre motivation? C'est une belle question. Effectivement, moi, ça fait maintenant plus de 14 ans, au moment où je tourne cette vidéo, que je suis dans le domaine du business development, c'est-à-dire du développement commercial. Tout a commencé par un stage de commercial quand j'avais 18 ans. J'ai été recrutée pour une entreprise de télécommunications et j'avais comme mission de prospecter et de trouver des clients pour l'entreprise. À la suite de ça, étant donné que c'était un stage qui n'était pas rémunéré, j'ai touché des commissions. Je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est super parce que quand tu vends, tu peux gagner de l'argent. À partir de là, j'ai fait une école de commerce internationale. J'ai été diplômée et à la suite de ça, effectivement, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises en France et à l'étranger pour leur permettre de développer leur chiffre d'affaires. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est super d'aider une entreprise à générer des millions, mais pourquoi pas plusieurs? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que je générais des millions pour une entreprise, mais j'avais pas des millions dans mon compte en banque. Et je me suis dit, bon, finalement, si j'ai envie de gagner plus d'argent, il va falloir que moi-même, je sois le patron de ma propre société. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer et de mettre à profit mon expertise commerciale auprès d'entrepreneurs qui, eux, n'avaient pas eu d'expérience comme la mienne et qui, clairement, souvent, quand je rencontre les personnes, elles me disaient que, OK, je suis entrepreneur, mais la vente, c'est pas fait pour moi. Et j'étais là, mais comment tu peux vouloir vendre, enfin, comment tu peux vouloir entreprendre sans vendre? Pas de vente, pas d'entreprise. Ça ne fait pas sens. Et comme la vente, finalement, c'est la grosse bête noire des entrepreneurs, c'est un peu, on va dire, le mot interdit, hein, c'est un gros mot qu'il ne faut pas dire. L'outil de base. Exactement. Et je me suis dit, OK, comment réconcilier les entrepreneurs et même certains commerciaux
avec l'activité commerciale. Comment rendre ça beaucoup plus léger, beaucoup plus ludique? C'est la raison pour laquelle j'ai créé la méthodologie, le jeu de la vente, pour apprendre aux gens à vendre, à gagner de l'argent tout en s'amusant. Ouais. Vendre, gagner de l'argent tout en s'amusant. Donc, vous pensez que c'est un jeu, c'est-à-dire, vous le considérez comme un jeu, ou vous pensez que pour vendre et gagner de l'argent, il faut le considérer comme un jeu? Yes. Pour vendre et pour gagner de l'argent, il faut s'amuser. Mhm. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la plupart des gens se prennent trop au sérieux. OK? En tant qu'enfant, on était habitué à jouer. Moi, en tant que maman, je peux te garantir une chose, c'est que mes enfants, tous les jours, qu'est-ce qu'ils cherchent? À s'amuser. Ils cherchent pas à ranger leurs jouets, ils cherchent pas à faire la vaisselle, ils cherchent pas à faire à manger, ils cherchent pas à faire la lessive. Non, ils veulent juste jouer. Donc, quand on était enfant, on était programmé pour juste s'amuser. Mais en grandissant, avec les responsabilités, etc., on a commencé à se prendre trop au sérieux. Et la plupart des personnes, finalement, elles ont beaucoup de mal, finalement, à vendre. Et surtout, quand elles vendent pour elles-mêmes, pour leur entreprise, tu vois. Et finalement, les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ils ont le syndrome de l'imposteur, ils savent pas comment communiquer de manière efficace, ils savent pas faire preuve de persuasion pour convaincre finalement les clients que ce sont les bonnes personnes, qu'ils ont les bonnes solutions pour remédier aux problématiques de la cible. Et finalement, il y a beaucoup trop de tracas. Et donc moi, j'ai eu envie tout simplement d'alléger tout ça et de se dire, ok, en réalité, plus tu vas jouer, plus tu vas t'amuser, plus tu vas mettre l'enjeu non pas sur le fait de vendre, mais surtout simplement le fait d'être à l'aise en fait. Par exemple, par rapport à la partie où tu vas découvrir les besoins de tes clients, etc. Plus tu vas être à l'aise dans ta mission de servir ton client, finalement, plus ça va bien se passer. Or que si tu viens en étant stressé, tu vois, en étant trop sérieux, en n'ayant pas d'enthousiasme, en te mettant la pression, c'est là où justement tu risques de faire capoter tes ventes. Donc oui, pour moi, il faut vraiment jouer parce que finalement, c'est juste un jeu et finalement, tout est OK. Tu vois, que le client te dise oui, c'est super, OK, tu as gagné une vente. Mais si le client te dit non, c'est pas grave parce que finalement, c'est tant pis pour lui. C'est qu'il Ouais. n'est pas prêt finalement à régler son problème, tu vois, ou à aller vers ce qu'il veut. Dans tous les cas, c'est OK. Ouais. Donc, c'est comme un jeu d'échecs, on va dire. Exactement. OK. Mais c'est très édifiant pour ces informations que vous nous donnez ce matin. Mais comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir vous en sortir dans ce monde? Parce que il est très souvent qualifié que le monde commercial est comme, on dit, un monde de requins, parce que c'est en majoritairement des hommes. Et vous, une femme aujourd'hui, vous avez réussi à sortir de la tête très haute. Comment vous avez fait? Quel est votre secret? C'est vrai que le monde de base commercial est un monde très masculin. Moi-même, quand j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, j'étais souvent, on va dire, parmi les seules filles, la seule fille ou parmi les seules filles. D'ailleurs, je me rappelle une entreprise dans laquelle je travaillais. J'avais 4 collègues, c'était des commerciaux, et moi, du coup, j'étais la seule fille. Et finalement, en l'espace de quelques semaines, quand j'ai rejoint cette entreprise-là, j'ai réussi à être la top performer. Donc, on va dire la commerciale qui vendait le plus et qui avait signé le plus gros, des plus gros contrats. Pourquoi? Finalement, être une femme, c'est un avantage. Parce que, étant donné que beaucoup d'hommes, en plus, se prennent trop au sérieux, avoir quelqu'un, finalement, qui est pétillant, qui est enthousiaste, qui a une belle énergie, une good vibe, qui est optimiste, qui est joyeuse, qui a vraiment envie finalement de comprendre les besoins de l'autre, de s'intéresser sincèrement à l'autre, ça fait la différence. Et moi, j'ai compris une chose très jeune, c'est que finalement, les gens n'achètent pas forcément ce que tu fais. Les gens achètent qui tu es. Et quand tu comprends ça, tu comprends que finalement, le plus gros du travail, il n'est pas tant sur la partie technique de ce que tu proposes, il n'est pas tant sur ton offre, etc. Il est sur ta propre personne. Donc vraiment, le fait de développer finalement ces soft skills, donc ces compétences relationnelles, émotionnelles, humaines, tu vois, de développer vraiment le savoir-être. Et quand tu es, finalement, et que tu arrives à connecter avec les gens, c'est comme ça que finalement, ça facilite tes interactions, tes relations, et tu arrives à conclure beaucoup plus de ventes. Donc je pense que l'un de mes secrets, c'est que j'ai compris que finalement, le fait d'avoir une personnalité attrayante, une personnalité plaisante, une personnalité vraiment que les gens ont envie, on va dire, de côtoyer, ça fait la différence. Et c'est comme ça que j'ai réussi à hisser ma place dans un monde dominé vraiment par les hommes, qu'on se le dise. C'est un atout, en fait. En gros, vous pensez que certaines femmes, ces femmes-là qui n'arrivent pas peut-être à sortir les épingles du jeu, c'est parce qu'il manque ces atouts-là? Ou alors qu'ils ne savent pas les utiliser alors? Ouais.
Il se peut effectivement que beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à sortir leur épingle du jeu, comme tu dis, c'est parce qu'elles n'ont pas compris que finalement l'art de se vendre est également lié à l'art de la personnalité en fait. C'est-à-dire comprendre que finalement ta personnalité, ta personne, c'est ce que les gens vont acheter. Souvent, je dis à mes clients une chose qui est très simple, les gens n'achètent pas ce que tu fais, mais ils achètent qui tu es. Et quand tu comprends ça, tu comprends que finalement, toi, est-ce que dans ton attitude, est-ce que dans ta posture, tu es quelqu'un qui attire les gens? Est-ce que tu es quelqu'un de magnétique? Ou est-ce que tu es quelqu'un plutôt qui repousse les autres? Tu vois? Et c'est la chose sur laquelle, effectivement, il faut se concentrer. Ouais, c'est vrai. Très, très bien dit. Vous êtes mère, Exactement. épouse, femme entrepreneuse. Comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que vous réussissez à trouver du temps pour équilibrer tout ça? Ça, c'est une très belle question et souvent on me la pose. Comment je fais en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme d'affaires pour jongler finalement entre tout ça? Je pense que la clé, c'est vraiment une bonne organisation. Avant même de parler d'organisation, je dirais une chose déjà, c'est que moi, j'ai choisi. J'ai choisi. Souvent, quand je fais des conférences, je dis aux gens, OK, je suis entrepreneur à temps plein et je suis également maman à temps plein. Et on me regarde avec des grands yeux, l'air de dire, mais c'est impossible. En fait, tout est possible dans la vie, c'est à toi de choisir. D'ailleurs, j'adore cette citation de Michelle Obama qui dit, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Et souvent, on a été conditionné à penser que c'était soit l'un, soit l'autre. C'est soit tu es une femme au foyer qui s'occupe de ses enfants, de son mari, qui est une bonne ménagère, etc. Ou soit alors tu es une femme carriériste, à ce moment-là, tu délaisses complètement de côté, tu vois, ta vie de famille, etc. En réalité, souvent je dis, t'as pas besoin de choisir. Si je te demande de choisir entre ton bras droit et ton bras gauche, qu'est-ce que tu choisis? Les deux. Si je te demande si je te demande de choisir entre ta tête, ton cerveau là, et ton cœur, tu choisis quoi? Bah, les deux. Les deux sont importants, tu vois. Et quand tu comprends ça, tu comprends que finalement, dans la vie, tu peux tout avoir, mais c'est à toi de choisir. Et qu'est-ce que tu choisis? Et moi, je sais que très jeune, j'ai choisi d'avoir tout. Je me suis mariée à 23 ans. Et je me suis dit, OK, je sais que je vais avoir des enfants aussi, mais je veux également réussir dans ma vie professionnelle. Donc finalement, j'ai choisi tout. Et quand tu choisis tout, finalement, tu trouves une organisation, une manière de jongler avec tout ça. Donc là, pendant que je suis en train de faire cette interview, mon mari est en train de s'occuper des enfants et c'est super. Et quand je vais rentrer dans un instant, lui va pouvoir également faire d'autres choses pendant que moi, je m'occuperai des enfants. Donc, c'est jongler, en fait, avec ces différentes activités, trouver, en fait, des temps et des blocs pour chaque chose. Par exemple, quand je suis en train de travailler, je suis vraiment en train de travailler. Par contre, quand je suis avec mes enfants, je suis vraiment avec mes enfants. Quand je pars en vacances avec mon mari et mes enfants, pareil, je suis vraiment en vacances. Donc, je compartimente tout ça. Et finalement, c'est OK, ça permet de créer une vie, je dirais pas équilibrée, parce que dans tous les cas, il n'y a pas d'équilibre, mais par contre, une vie harmonieuse, qui me ressemble et qui correspond à mes valeurs. Donc finalement, tout est OK. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Toi, choisis ce que tu veux et fais ce qui te plaît, tu vois. Parce que souvent, les gens, en fait, ils ont peur du regard des autres et qu'on dira-t-on, etc. Finalement, je dis une chose, c'est simple. Tu vis ta vie pour toi. OK, oui, il y a les autres, mais finalement, il n'y a personne qui vivra ta vie à ta place. Donc, fais ce qui te plaît. Parce que dans tous les cas, les gens parleront. Peu importe ce que tu fais. Donc, à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Vas-y, tout simplement. Donc, en gros, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est que il faut aussi avoir le bon partenaire qui va avec. Parce que c'est vrai, vous avez dit qu'il n'y a pas d'équilibre, mais est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir le bon partenaire qui fait en sorte que quelque part vous trouvez votre équilibre? En effet, trouver le bon partenaire, je pense qu'effectivement, ça, c'est un point qui est clé. Parce que souvent, j'entends des femmes, des fois, qui veulent entreprendre, mais qui ne sont pas soutenues par leur conjoint. Et ça, effectivement, c'est délicat. Donc, si t'as pas une personne aujourd'hui qui t'encourage, tu vois, à réaliser tes rêves, à aller de l'avant, à progresser, à grandir, ça peut être compliqué. Moi, je dirais que j'ai la chance d'avoir une personne, en tout cas, qui vraiment est très fière d'avoir une femme active, qui entreprend, qui fait des choses. Et je sais que des fois, dans le monde, il y a également des hommes qui sont machos et qui préfèrent que leur femme reste à la maison, s'occuper des enfants, qu'elle soit pas trop exposée, etc. Donc, effectivement, il faut choisir la personne, en tout cas, qui est alignée par rapport à toi, ce que tu veux faire. Et moi, je sais que mon mari, dès le départ, je lui ai dit, bon, voici mes ambitions. Est-ce que c'est OK pour toi ou pas? Et finalement, si tu sens dès le départ que la personne, vous n'avez pas du tout les mêmes ambitions, vous n'avez pas les mêmes visions, à ce moment-là, mieux vaut ne pas s'engager sur le long terme. Parce que un mariage, c'est pas quelque chose. C'est pour une vie. Voilà. Et dire une vie, il faut une complétude.
c'est une alliance vraiment sur Ouais. une vie, même si aujourd'hui, de nos jours, bon, ça c'est un autre débat, il y a beaucoup de divorces. Ouais. Mais bon, de base, en tout cas, on est censé avancer dans la vie ensemble. Donc, autant être au clair dès le départ sur la vision, la mission, les Ouais. rêves, les projets qu'on voudrait mettre en place, même si bien évidemment, au fur et à mesure, les choses évoluent. Hein. Bien sûr, le discours que j'ai aujourd'hui, peut-être que je l'avais pas eu il y a 10 ans, etc. Mais en tout cas, c'est bien C'est bien d'avoir la base, en quelque voilà, sorte. d'avoir quand même des bases, des fondamentaux. Oui, En effet. Donc oui, choisir le bon partenaire, je pense que c'est une clé et ça c'est aide très clairement important. dans la propulsion finalement de sa carrière, notamment professionnelle. Bon, revenons à cette carrière-là, vu que on en parle. Pourquoi le jeu de la vente? Hmm. Qu'est-ce qui vous a inspiré à pouvoir créer votre entreprise et le nommer le jeu de la vente? Hmm. En fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis fait accompagner par un de mes mentors. Il m'a dit, OK, au vu de ton expérience commerciale, déjà, ce serait super que tu puisses mettre à disposition toute cette expertise-là auprès des entrepreneurs parce que clairement, ils n'ont pas fait d'école de commerce, ils n'ont pas l'expérience commerciale que tu as. Toi, comment tu vois la vente? Et je lui dis, bah, pour moi, la vente, c'est juste un jeu. Il me dit, sérieux, pour toi, la vente, c'est un jeu? Je dis, oui, pour moi, la vente, c'est un jeu. Il me dit, mais tu sais que la vente, c'est loin d'être un jeu pour la majeure partie des gens. Au contraire, c'est un calvaire. Toi, tu me dis que la vente, c'est un jeu. Il me dit, bah voilà, tu as trouvé le nom de ta méthode. Et je dis, tu penses? Il me dit, oui, oui. Et donc, c'est comme ça qu'est née la méthode, le jeu de la vente. Et comment j'ai créé ça? C'est très simple. Je me suis posé la question, finalement, qu'est-ce qui a marché pour moi? Quand j'étais commerciale, quand j'étais, quand je travaillais pour les entreprises, souvent, je faisais partie des meilleurs, des top 3, ou alors la meilleure tout simplement. Donc je me suis dit, OK, qu'est-ce qui fait que j'arrive tout simplement à arriver dans une entreprise et au bout de quelques semaines, à me hisser parmi les top performers? Bah, finalement, en fait, j'ai décortiqué comment je procédais et c'est comme ça que j'ai créé la méthodologie. Donc, aujourd'hui, au début, c'était une formation que je donnais pour les entrepreneurs. Et à un moment donné, je me suis dit que j'allais être très vite limitée pour partager finalement cette philosophie voilà, par rapport à la vente, parce que mon temps est limité. Et je me suis dit, bah, pour pouvoir le partager à un plus grand nombre, pourquoi pas écrire un livre? Et moi, je me suis toujours dit qu'un jour, j'écrirais un livre, mais je pensais que j'allais l'écrire quand quand j'aurais 40 ans ou plus tard. Finalement, à 30 ans, j'ai écrit mon livre qui s'intitule du coup Le jeu de la vente, les cycles des entrepreneurs qui réussissent. Et je l'ai sorti pourquoi? Pour pouvoir également permettre à un plus grand nombre de se réconcilier avec l'activité commerciale. Et aujourd'hui, quand je vois que j'ai des lecteurs au Canada, en Belgique, en Afrique, en France et compagnie, je me dis, bah, c'est super parce que c'est vraiment un moyen pour transmettre un message à un plus grand nombre. Et donc, tout ça pour dire que finalement, l'idée, c'est peu importe ce que tu fais, peu importe où tu es, en réalité, quand tu comprends que c'est en t'amusant que tu auras plus vite ce que tu veux, bah, tu vas commencer justement à t'amuser. Le raccourci pour obtenir plus vite ce que tu veux, c'est de t'amuser. Et ça, vraiment, c'est mon message clé. Donc, si toi, aujourd'hui, tu écoutes cette vidéo, j'espère que tu vas l'appliquer dans ta vie. Et ça, c'est valable à tous les niveaux de ta vie. Là, on parle de vente, évidemment, mais au-delà de ça, tout ce que tu fais dans la vie, si tu prends du plaisir dedans, si tu joues, si tu t'amuses, si tu es enthousiaste, si tu es dans cette énergie de joie, ça va bien se passer pour toi et en plus, tu auras ce que tu veux. Ouais. Ça dit, fais ce que tu aimes en prenant du plaisir. Ça, c'est très important. Exactement. Vous êtes une femme dynamique, une femme très forte. J'ai lu dans l'un de vos passages récemment, vous dites, hier, je me suis senti un peu vulnérable, quelque chose qui ne m'arrive pas très souvent. Alors, ce qui veut dire que ça vous arrive aussi quelquefois de baisser la mue et d'être vulnérable. C'est vrai. C'est vrai que dans un post, j'ai partagé le fait que récemment, en fait, il y a 9 mois, je participais à un séminaire sur la prise de parole en public. Donc, comme je suis conférencière, progressivement, je continue également à me former parce qu'on n'est jamais parfait. Et souvent, les gens me disent, OK, quand tu fais des conférences, c'est super inspirant, mais justement, ça manque un peu de vulnérabilité. Et 9 mois plus tard, quand je refais le même séminaire, on me dit pareil. C'est super, honnêtement, c'était super inspirante, etc. Mais ce serait super si tu pouvais nous partager juste une petite partie de ton cœur, tu vois. Ouvrir juste une petite partie de ton cœur. Et c'est vrai que moi, de par ma culture, je suis quelqu'un d'assez pudique. Je parle pas forcément de ma vie personnelle. Mais je sais qu'également, c'est une manière de connecter avec les autres. Et donc, dans le cadre de ce séminaire, j'ai pour la première fois raconté vraiment un moment de ma vie qui a été super difficile. Et si tu veux en savoir plus, bah, viens me voir en conférence. Je pense que prochainement, j'en parlerai. Comme ça, je fais un petit teasing. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, mais bon, si tu me suis sur les réseaux sociaux, régulièrement, je fais des conférences à Paris ou dans d'autres villes et tu verras de quoi il s'agit.
Mais tout ça pour dire que j'ai partagé vraiment un moment difficile de ma vie. Un moment, honnêtement, il y a très peu de personnes qui connaissent cette histoire-là. Et pour la première fois, vraiment, j'ai senti que toute la salle avait été touchée. Souvent, en fait, je vois que les gens sont touchés, mais il y a des personnes également qui restent peut-être insensibles. Ok. Mais là, vraiment, à la fin de mon intervention, la moitié de la salle était en pleurs. Tout le monde s'est levé à la fin et m'a applaudi. Et là, je me suis dit, waouh, ça vaut le coup de se rendre vulnérable. Ça vaut le coup de partager en fait une partie de soi. Et on peut pas avoir que cette casquette-là de Super Warrior, de Wonder Woman. À un Non, moment donné également, faut baisser la baisser la garde, garde. faut baisser les armures. Ouais, Il faut juste s'ouvrir parce qu'on reste des êtres humains. ouais. On reste des êtres humains avec nos forces, avec nos faiblesses, avec nos vulnérabilités. Ça fait partie du jeu. Et finalement, j'ai appris qu'effectivement, je pouvais oser finalement partager également avec beaucoup d'humilité quelques Ton ressenti, en fait. voilà mon ressenti et quelques instants finalement de ma vie qui permet de créer une connexion, qui Mhm. permet aux gens également de s'identifier et de se dire waouh, elle est passée par là, elle en est arrivée là aujourd'hui. Si elle l'a fait, c'est également possible pour moi. Et donc finalement, mon message derrière, il devient encore plus puissant. Puissant. Parce que souvent, ce que je dis aux gens, c'est Ouais. faut arrêter de se prendre la tête. Pourquoi? Parce que la vie, elle est trop courte. Donc amuse-toi. Mhm. Tu vois. Mais Ouais. si tu comprends pas pourquoi je dis ça, effectivement, par là où je suis traversée, enfin, ce que j'ai pu traverser, tu te dis, OK, d'où est-ce que ça sort, ce côté-là où vraiment, pourquoi tu veux que les gens s'amusent? OK? Mhm. Même si ça fait sens, effectivement, mentalement, tu comprends qu'il faut s'amuser. Mais d'où est-ce que ça vient? Ouais. Et d'où est-ce que ça vient? Forcément, c'est par rapport à mon histoire. Ouais. Et là, ça montre une certaine sincérité. Et aussi, Ouais. une sincérité, une authenticité, Ouais. tout à fait. Et vous pensez que votre succès, elle vient du fait que vous êtes exigeante envers vous-même, ou alors du fait que vous êtes exigeante envers vos collaborateurs, ou du fait que vous êtes exigeante envers vous et envers vos collaborateurs? Effectivement, je pense que je suis exigeante envers moi, ça c'est sûr et certain déjà. J'ai un peu eu affaire au syndrome un peu de la perfection. J'aime bien que les choses soient bien faites. Je suis très pointilleuse, etc. sur les petits détails. Je suis également exigeante envers mes collaborateurs, aux personnes avec qui je travaille au quotidien. J'ai appris quand même à m'assouplir parce que j'ai appris que finalement, je peux pas demander autant d'exigences à des personnes peut-être qui portent pas forcément la même vision. Et surtout, moi, les détails que je vois, pour beaucoup, les gens ne le voient pas. Bien sûr, Et évidemment. finalement, ce sens du détail-là, ça peut être un avantage, comme ça peut être également un défaut. Parce que je peux pousser finalement les gens on va dire, pas à bout, mais en mode c'est jamais parfait, elle est jamais satisfaite parce que justement il y a toujours quelque chose qui fait que il manque quelque chose. Et donc finalement j'ai appris finalement à, tu vois, arrêter de me concentrer sur ce qui n'allait pas, mais juste me concentrer finalement sur ce qui va. Donc même si 80% du truc est bien fait et que 20% n'est pas bien fait, plutôt que de me concentrer sur les 20% qui n'est pas bien fait, juste me dire ok, ça aurait pu être pire, donc déjà merci pour ça. Et au fur et à mesure en fait en grandissant, j'ai appris également à être beaucoup plus souple, même si je reste exigeante, mais me concentrer plus sur la gratitude que j'éprouve par rapport aux choses qui ont été faites plutôt que les choses qui auraient pu être améliorées. Ouais. Et c'est bien, hein. On apprend beaucoup de choses, hein. Oui. Dites-moi, Auréa, pensez-vous que vous avez réussi aujourd'hui? Alors, la réussite, chacun a une définition de la réussite qui lui est propre. Ok? Moi, je dirais avec beaucoup d'humilité, aujourd'hui, oui. Pour moi, j'ai réussi. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à faire de ma vie ce que je voulais qu'elle soit. J'ai réussi à être la personne que je voulais être. J'ai réussi à créer, du coup, tu vois, ce que je voulais dans le sens où j'ai une vie de famille épanouie, j'ai un business florissant, je fais ce que j'aime, je transforme la vie des gens, j'impacte du coup beaucoup de personnes, j'inspire des gens. Honnêtement, ça, c'est fabuleux. Maintenant, est-ce que j'ai atteint le niveau d'ambition que je veux? Pas encore. C'est encore loin. Voilà, on est encore en chemin. Ouais. Mais on va dire que je suis fière en tout cas de la vie que j'ai aujourd'hui. Mais une chose que je dis toujours, je sais également que le meilleur reste à venir. Donc c'est qu'un début. Donc on va rester sur ce mot de la fin, que le meilleur reste à venir. Exactement. Bon, quel est le dernier, on va dire, un dernier conseil pour la fin? Quel est le conseil que vous donnerez à une sœur qui veut se lancer et qui a des contraintes? Un conseil que je te donnerais, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as envie de te lancer, mais tu as des contraintes, tu veux réaliser tes rêves, mais des fois tu penses que tu doutes, que tu penses que ce n'est pas possible, je te dirais juste une chose. Tout est possible à qui rêve.
Donc déjà, commence par rêver. Autorise-toi à rêver. Et autorise-toi à rêver grand. Tu sais, la plupart des gens rêvent tout petit rikiki là. Et honnêtement, ça sert à rien parce que on a cette imagination-là, il faut l'utiliser. Et ce que tu peux concevoir dans ton esprit, finalement, tu peux vraiment le réaliser. Moi, honnêtement, il y a 14 ans, quand j'ai vu des personnes sur scène en train de faire des conférences, c'était des coachs, des conférenciers, des mentors, je me suis dit, OK, je ne sais pas ce qu'elles font, ces personnes-là, mais plus tard, je vais être comme l'une d'entre elles. Et tu vois, c'est une intention que j'ai émise comme ça. Et finalement, aujourd'hui, quand je fais ça, je me dis, mais la vie vraiment répond à nos intentions. Donc, autorise-toi à rêver. Ensuite, ose sortir de ta zone de confort. Ose tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences. Ose investir. Tu sais, on dit souvent que tu ne peux pas gagner si tu ne prends pas le risque de perdre, tu vois. Et donc, les gens, des fois, ils ont peur de perdre de l'argent, etc. Investis sur toi. Peu importe ce que tu veux développer, bah, il y a des personnes qui aujourd'hui ont des compétences que toi, tu n'as pas. Forme-toi, tu vois. Donc, ose vraiment sortir de ta zone de confort, ose investir, ose parier sur toi. Parce que si tu paries pas sur toi, qui va parier sur toi, tu vois? Ensuite, passe à l'action, ok? Parce que finalement, sans action, il n'y a aucun résultat. Seule l'action produit du résultat. Tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, les meilleures théories, etc. Si tu ne les implémentes pas, il n'y aura rien qui va changer. Si tu ne mets pas en œuvre, il n'y aura pas de transformation. Ouais. Donc, agis, passe à l'action. Et ensuite, je dirais juste une dernière chose, n'abandonne jamais. Parce que finalement, la personne qui, tôt ou tard, n'abandonne jamais, réussira à atteindre ce qu'elle veut. Réussira finalement, peu importe le temps que ça prend, tu atteindras ton objectif, tu atteindras ton but. Tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Donc vraiment, vas-y, fonce, crois en toi, crois en tes rêves parce que tout est possible. Et une fois de plus, comme disait Michelle Obama, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Alors vas-y. Merci Horaï, merci vraiment, merci pour votre venue. Merci à toi. On va se dire à la prochaine. À la prochaine, merci.